Bonjour, je m'appelle Tracy Otay et je suis infirmière injecteuse en esthétique. Je travaille dans le secteur des soins infirmiers depuis 40 ans et je suis honorée de présenter ce sujet dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers. Mes 34 ans dans ce domaine spécialisé me permet d'avoir une expérience très variée. Je vais passer en revue le plan d'ensemble qui est « Qu'est-ce que l'esthétique médicale ?» Je vais parler un peu de mon parcours esthétique, de la formation clinique, de ce qu'il faut avoir en tant que composantes cliniques importantes pour faire de l'esthétique, et ensuite, au-delà de l'aiguille à la peau. Comme vous le savez, la IAANB a récemment publié ses nouvelles lignes directrices pour la médecine esthétique. Il s'agit de procédures électives, c'est-à-dire de procédures qui n'ont pas besoin d'être pratiquées à des fins thérapeutiques, donc de procédures cosmétiques. Il peut s'agir de traitements au laser, de lumière intense pulsée IPL, les procédures de resserrement de la peau, de produits de comblement des tissus mous, ce qui est le plus populaire, d'amplificateurs de volume, de stimulateurs de collagène tels que Sculptra et Radiesse, de lipolyse, c'est-à-dire d'acide désoxycholique ou de Belkira, afin de décomposer les cellules adipeuses. La thérapie par plasma riche en plaquettes, une procédure très populaire, et les neuromodulateurs, comme le Botox, le Dysport. Il y a actuellement 5 neuromodulateurs approuvés sur le marché. Pour revenir un peu sur mon parcours esthétique, je voulais être infirmière dès l'âge de 9 ans. Je suis née à Riverview au Nouveau-Brunswick et mon père était médecin à Moncton. Je me rendais à son bureau les samedis, et c'est là que j'ai rencontré Alice, son infirmière. Alice m'a vraiment laissé une impression durable, et c'est pourquoi j'ai voulu devenir infirmière. Elle était respectée par les patients, par mon père, et elle contrôlait totalement la clinique. Elle était très bien organisée et je voulais être une infirmière comme Alice quand je serai grande. Je m'y rendais donc assez souvent au bureau. En ce qui concerne mes études, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en 1980. Je suis allée à l'université de Saint-FX, où j'ai commencé mon baccalauréat en sciences. Mon père a pris un congé sabbatique d'1 an, alors je suis retournée à Moncton pour vivre avec ma sœur. Je suis allée à l'AJMC Master School of Nursing à l'hôpital de Moncton, dans le cadre d'un programme de 2 ans menant à l'obtention d'un diplôme. J'ai travaillé aux urgences et en salle d'opération, puis j'ai repris mes études en 1996, lorsque j'ai déménagé à Toronto. C'est là que j'ai obtenu ma BSCN à l'université Ryerson. Pendant cette période, je pense qu'il est très important d'acquérir une grande expérience clinique et d'avoir ses connaissances de base, avant même de se lancer dans l'esthétique. De 1984 à 1987, j'ai donc travaillé au Moncton City Hospital où j'ai adoré travailler. J'ai travaillé aux urgences, puis j'ai obtenu un poste à temps plein au bloc opératoire. J'ai ensuite déménagé en Ontario et travaillé en salle d'opération au Guelph General Hospital. Après cela, j'ai déménagé à Scarborough et travaillé en salle d'opération au Scarborough General Hospital. C'est là que j'ai rencontré un chirurgien plasticien. Le chirurgien plasticien ouvrait l'une des premières cliniques privées de chirurgie esthétique en dehors de l'hôpital au Canada. C'était en 1990. Il m'a embauchée en tant qu'infirmière à l'âge de 28 ans. J'avais de l'expérience en salle opératoire, mais aucune expérience en gestion. Il a vu en moi quelque chose que je ne voyais pas en moi-même, la capacité de gérer sa nouvelle clinique. C'était donc un véritable défi de savoir comment gérer le personnel, élaborer un manuel de politique et de procédure, et comment procéder à une accréditation appropriée, car il fallait être accrédité par la CAASF pour avoir un établissement en dehors de l'hôpital. À cette époque, en 1992, une représentante commerciale originaire de l'Ontario, mais qui se trouvait en Europe, est revenue en disant que toutes les infirmières injectaient des produits de comblement dermique en Europe et qu'il fallait que nous adoptions ce programme ici. J'ai donc été l'une des premières infirmières injecteuses en Ontario. Cela avait déjà commencé dans l'Ouest avec le Dr Caruter, qui est le grand-père du Botox. Nous étions 5 à l'avoir introduit en Ontario. C'était donc un défi. Il s'agit d'un prescripteur autorisé. Et que signifie le mot « supervisé » et de disposer de politique
et de procédures pour soutenir votre pratique. Il fallait donc partir du bas de l'échelle. J'ai donc travaillé avec lui pendant 15 ans, puis, en 2005, j'ai rejoint le bureau d'un autre chirurgien plasticien dans le centre-ville de Toronto. J'ai créé une autre pratique d'esthétique médicale au sein de son entreprise et j'ai également embauché des esthéticiennes. À cette époque, il était un chirurgien plasticien très influent qui avait l'occasion de s'exprimer à l'échelle internationale. De sorte que j'ai commencé à m'intéresser de près à l'aspect chirurgical et à participer activement aux organisations d'infirmières. Je pense qu'il est important, lorsque l'on évolue dans le domaine de l'esthétique, de s'impliquer dans toute organisation regroupant des personnes partageant les mêmes idées. En 2014, j'ai décidé d'ouvrir une pratique indépendante à Thornhill, au nord de Toronto. J'ai dirigé cette pratique pendant 8 ans. J'avais une infirmière praticienne sur place et un médecin généraliste à l'extérieur de mon établissement. J'ai ensuite raccroché mon aiguille en 2023 et j'ai déménagé à Halifax, ce qui a été une excellente décision. Travaillant en esthétique, je le crois très important de participer à des associations de personnes partageant les mêmes idées. J'ai donc adhéré à la SPSN, qui est maintenant l'International Society of Plastic Aesthetic Nurses, basée aux États-Unis. Je suis devenue membre en 1994, puis directrice régionale pour le Canada. J'ai été la première présidente canadienne en 2005, et le fait marquant de cette période est l'audience de la FDA sur les implants mammaires en silicone, à laquelle j'ai dû représenter les infirmières. C'était très effrayant. Je suis également devenue rédactrice en chef du journal des infirmières en chirurgie plastique, qui est basé aux États-Unis, ce qui a été une autre expérience d'apprentissage. Je pense que dans le domaine de la médecine, si l'on vous propose un défi, il est bon de le relever, car c'est ainsi que l'on apprend. J'ai été l'éditeur du programme de base pour l'examen CANS. Ensuite, j'ai continué à contribuer en donnant des conférences et des ateliers, soit au Canada, soit aux États-Unis. J'ai donc appris tout ce que je pouvais des Américains, et nous avons ensuite créé la CSASN en 2009, qui est le principal porte-parole des infirmières en médecine esthétique au Canada. Si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine, je vous conseille vivement d'adhérer à cette organisation. Encore une fois, il s'agit de personnes qui partagent les mêmes idées, qui sont extrêmement professionnelles et qui parlent toujours des normes, des lignes directrices, des nouvelles tendances et procédures, ainsi que de la sécurité des patients. Nous avons donc mis en place un conseil d'administration, sans président, car nous voulons que tout le monde puisse s'exprimer sur un pied d'égalité. Nous avons établi nos normes de pratique et nos lignes directrices en 2016, et il nous a fallu environ 2 ans avec un groupe de travail, composé d'infirmières et d'infirmiers de tout le Canada, afin d'élaborer cela. Je dirais que c'est l'une des réalisations les plus honorables de ma carrière. Elles ont été révisées en 2020, puis encore en 2024. Parce que l'esthétique est un domaine tellement fluide et en constante évolution qu'il faut vraiment se tenir au courant. Il y a donc beaucoup de choses différentes qui nécessitent des connaissances approfondies dans le domaine de l'esthétique. Ce n'est peut-être pas aussi simple ou aussi facile qu'il n'y paraît lorsqu'on regarde Instagram ou n'importe quelle plateforme de médias sociaux. Il faut des compétences approfondies en matière d'évaluation de l'anatomie faciale, de pharmacologie, d'effets indésirables, de mentorat et de réseautage. Lorsque l'on examine l'anatomie du visage, tout ce que l'on voit généralement, c'est l'aiguille sur la peau. C'est votre produit, et c'est là que vous le placez. Mais vous voulez vraiment avoir une image visuelle en 3 dimensions, de l'endroit où votre aiguille est placée, de ce dont elle est proche, de l'endroit où elle ne devrait pas être, de l'endroit où elle devrait être, du niveau d'injection auquel vous vous trouvez. Il faut donc avoir une très bonne maîtrise ou compréhension de l'anatomie. Pour les artères, la principale chose que nous recherchons toujours, ce sont les occlusions vasculaires. En ce qui concerne les muscles, nous devons savoir, grâce aux neuromodulateurs, quel muscle est traité et quel est le muscle opposé qui va effectuer le travail. Dans certaines régions, les muscles sont superposés, il faut donc savoir si l'on injecte profondément ou superficiellement. Il faut également connaître les nerfs, par exemple,
qu'il s'agisse du nerf crânien 5 ou 7, ainsi que les ligaments. Il y a donc beaucoup de connaissances de base qui font de vous un injecteur plus sûr. Et ce n'est qu'un exemple de ce dont nous parlons avec les neuromodulateurs. Il faut donc savoir si c'est superficiel. Est-il profond? Où se trouve le muscle? Y a-t-il un SMAS, système musculo-aponeurotique superficiel, autour de lui? Faut-il injecter en dessous de ce SMAS? Combien d'unités utilise-t-on? Il y a donc beaucoup de choses à comprendre, et pas seulement la quantité à injecter, mais aussi la raison pour laquelle on injecte, la raison pour laquelle on injecte à ce niveau, et la raison pour laquelle on injecte le produit que l'on injecte. Les compétences en matière d'évaluation sont nécessaires, et l'esthétique est un domaine formidable parce qu'il combine l'art et la science. Vos compétences en matière d'évaluation apportent cette composante artistique et je pense que vous savez que c'est probablement l'un des aspects les plus importants. Vous pouvez vraiment regarder un patient et voir comment il vieillit et les choses que vous pouvez faire, que vous avez dans votre portfolio, sur la façon dont vous pouvez aider à résoudre les problèmes de vieillissement. Vous allez donc en apprendre davantage sur les coussinets adipeux. Est-ce qu'une perte de coussinets adipeux? S'agit-il d'une perte osseuse? S'agit-il de l'hydratation de la peau? Ont-ils besoin d'un bon soin de la peau? Il y a toute une composante éducative où l'on parle d'écran solaire et où l'on peut mettre en évidence différents problèmes de santé, etc. Il ne s'agit donc pas seulement de procédures, mais d'une évaluation globale. Vous apprendrez également toutes sortes d'outils d'évaluation du visage. L'échelle des dommages photographiques permet de déterminer la profondeur des rides. L'échelle de Fitzpatrick concerne la pigmentation et permet de savoir si la chaleur appliquée à la peau va provoquer une hyperpigmentation, ce qui n'est pas souhaitable. Il faut donc vraiment connaître les niveaux de pigmentation de la peau des patients. Forme du visage. Ces formes peuvent déterminer la façon de procéder. La beauté de Phi, c'est-à-dire le rapport de 1 à 1618, qui est le ratio de beauté, et les proportions du visage. On peut se plonger dans la science et examiner tous les angles, mais je pense qu'au fur et à mesure que l'on apprend l'esthétique, on commence à avoir un œil exercé qui nous permet de regarder quelqu'un à l'épicerie et de nous dire « Oh oui, ça ne va pas, ça ne va pas ». Mais il faut du temps pour développer cette compétence. Il faut vraiment comprendre et examiner les différents aspects des zones de traitement, qu'il s'agisse du haut, du milieu ou bas du visage, des mains, du cou, de la poitrine ou de toute autre zone de ce type. Il faut vraiment chercher à savoir ce qui cause l'effet du vieillissement. S'agit-il d'une perte de coussinet adipeux? Est-ce l'activité musculaire? Dans la partie inférieure du visage, est-ce la contraction du muscle qui abaisse les coins de la bouche? On peut traiter cela avec un neuromodulateur, en regardant les ombres et les rides, et la façon dont ils forment leurs mots. L'ergotride est la distance entre le nez et la lèvre. Avec l'âge, elle s'allonge. Et surtout, dans ce domaine, si l'on veut améliorer les lèvres, il faut tenir compte de la santé dentaire, car on ne veut pas traiter un patient qui a une gingivite ou une maladie parodontale. Il faut donc passer par ces étapes pour chaque zone du visage que l'on envisage de traiter. Alors, relativement nouveau, nous ne l'envisagions pas lorsque j'ai commencé il y a 30 ans les différences entre les sexes. Aujourd'hui, nous recevons des patients transgenres et il faut savoir faire la différence entre un homme qui a l'air d'une femme et une femme qui a l'air d'un homme. Il faut donc comprendre ces différences entre les sexes et savoir ce que l'on peut faire avec ce que l'on a dans son portfolio pour améliorer les traits naturels du visage, car on ne voudrait pas rendre quelqu'un plus masculin s'il veut avoir l'air d'une femme. Il y a beaucoup de différences entre les deux. Parlons de la pharmacologie. Ainsi, toute procédure pratiquée en esthétique, qu'il s'agisse d'un neuromodulateur, par exemple la toxine botulica, le Botox, le Dysport, le Nuceiva, qu'il s'agisse de produits de comblement des tissus mous, comme Revanesse, Juvederm, Galderma, de plasma riche en plaquettes, de l'acide désoxycholique Belkira. Il faut donc vraiment connaître et comprendre le mécanisme d'action, c'est-à-dire non seulement le résultat, mais aussi la raison pour laquelle il fonctionne ainsi.
comprendre comment elle fonctionne, puis examiner les antécédents médicaux pour s'assurer qu'il n'y a rien qui pourrait indiquer que la personne présente un risque élevé pour ce traitement. En ce qui concerne les produits de comblement, il faut comprendre la rhéologie, c'est-à-dire la capacité de levage ou la façon dont le produit est fabriqué, et l'endroit où ce produit pourrait être placé dans une zone différente avec un autre produit ou une rhéologie plus douce. Il faut donc bien les comprendre. L'une des parties les plus importantes est l'identification, la gestion et la prévention des événements indésirables potentiels. Il est donc extrêmement important que vous puissiez reconnaître un événement indésirable. Si vous avez un événement indésirable, vous devez vous adresser à votre prescripteur autorisé, car en tant qu'infirmière, et je suis infirmière, je ne peux pas diagnostiquer un événement indésirable. Il faut donc toujours faire appel à son prescripteur autorisé. Lorsque j'ai commencé, nous n'avions pas beaucoup d'effets indésirables parce que nous ne traitions pas beaucoup de zones. Et maintenant, vous avez des produits qui durent plus longtemps, et vous traitez plus de zones du visage, donc le risque d'effets indésirables augmente. Il s'agit donc d'éléments dont il faut parler, qu'il faut connaître et prévenir, et dont il faut également parler à ses patients, car ils sont tous signalés dans la littérature. Il faut également savoir comment gérer les effets indésirables non liés à l'injection. Ainsi, s'ils ont des crises vasovagales, des réactions anaphylactiques, tout cela peut se produire dans notre chaise. Il s'agit simplement de la photo d'une de mes collègues et Julie m'a donné l'autorisation d'utiliser sa photo. Mais si cela se produisait, sauriez-vous comment régler ce problème? Oui, vous devriez faire appel à votre prescripteur autorisé. Vous pouvez également faire appel à une infirmière spécialisée dans le traitement des plaies pour vous aider dans ce processus. Le mentorat et le réseautage sont extrêmement importants dans ce domaine parce qu'ils se développent rapidement et qu'il s'agit d'un ensemble de compétences que l'on ne nous enseigne pas dans nos études en soins infirmiers. C'est donc complètement différent. On acquiert des compétences cliniques lors des études d'infirmière, puis à l'hôpital, mais dans ce domaine, c'est différent, c'est un travail indépendant et on travaille sur le visage des gens. Donc, plus on a de mentorat avec des injecteurs expérimentés et plus on a de réseaux, donc si on a une question ou un problème, on a des gens à qui s'adresser. Il existe d'excellents réseaux. Il faut donc créer une bonne communauté pour bénéficier d'un grand soutien. Je n'insisterai jamais assez sur le mentorat et le travail en réseau. Au-delà de l'aiguille sur la peau, qui est typiquement ce que nous voyons toujours, c'est le produit, c'est l'endroit où il est placé, c'est la quantité que vous injectez, mais il y a plus que cela. Il y a le domaine de pratique, les nouvelles lignes directrices de la IAANB, le code de déontologie, et je vais juste aborder un peu la documentation et les consentements. Comme nous le savons tous, il faut comprendre son domaine de pratique, et s'assurer que ce que l'on fait est dans les limites de son domaine de pratique, et que l'on s'adresse à l'organisme de réglementation si l'on a des questions. C'est pour cela qu'ils sont là, pour vous aider à comprendre. Si vous pensez qu'il y a une zone grise dans votre domaine de pratique, je les contacterai pour m'assurer que vous obtenez les bonnes informations. Nous sommes une profession autoréglementée, ce qui est formidable, car nous avons cette capacité. Mais il existe un code de déontologie que nous devons respecter. Selon le sondage Harris-Reid, les soins infirmiers sont la profession la plus honorée et nous voulons poursuivre dans cette voie. Nous voulons donc nous assurer que nos valeurs infirmières et nos responsabilités éthiques sont conformes à notre code de déontologie. C'est pour cela qu'il existe, pour que nous soyons responsables de notre profession. Je tiens à préciser rapidement qu'il s'agit d'une décision disciplinaire. Je fais donc beaucoup de recherches dans les différents ordres d'infirmières pour voir ce qui se passe en termes de discipline, de plainte ou d'autres choses de ce genre liées à l'esthétique. Celle-ci est la plus récente que j'ai trouvée. Elle date de 2023 et provient de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Je n'ai rien trouvé pour le Nouveau-Brunswick, alors continuons comme ça. Il s'agit d'une infirmière auxiliaire autorisée à qui quelqu'un s'est plaint, qu'il s'agisse d'un membre du public ou d'un collègue, mais on ne sait pas qui est à l'origine de la plainte. Alors l'ordre fait une enquête lorsqu'il reçoit une plainte.
Il envoie donc un enquêteur, qui prend au hasard 16 dossiers de patients et procède à un audit de ces dossiers. L'audit a révélé que le membre n'avait pas prodigué les soins infirmiers esthétiques appropriés et que de multiples infractions avaient été notées dans les dossiers. Les antécédents de cette infirmière sont donc les suivants. Elle est infirmière auxiliaire autorisée depuis 2005, travaille à son compte dans un spa situé dans son condo. Et son prescripteur autorisé est un médecin. Il a été noté dans sa plainte qu'elle fait de la publicité pour ses services sur plusieurs plateformes de médias sociaux et qu'elle offre une variété de services infirmiers. Les allégations contenues dans sa plainte et ce que les auditeurs ont trouvé, c'est qu'elle a omis d'obtenir et de mener ou de documenter l'évaluation préalable au traitement, c'est-à-dire de passer par le formulaire d'évaluation, la planification du traitement, les résultats pour le patient et l'autorisation du prescripteur autorisé qu'elle a pour pouvoir administrer l'acte réglementé. Elle a publié des messages désobligeants sur les médias sociaux à l'encontre d'un patient. Elle n'a pas obtenu le consentement de ce dernier avant de lui administrer un acte réglementé. La collaboration entre le prescripteur autorisé, le médecin, et l'infirmière s'est faite sous la forme d'un tampon du médecin qui devait être apposé sur les dossiers des patients à des fins de suivi et d'audit, ce qui n'a pas été fait. L'adhérente a, par ailleurs, modifié ces dossiers. Ils ont donc constaté une violation des normes de responsabilité, c'est-à-dire l'exécution d'un acte réglementé sans l'autorisation d'un prescripteur autorisé. Ce qui pourrait techniquement signifier que vous exercez la médecine sans licence, car nous ne sommes pas en mesure, en tant qu'infirmière, de poser un diagnostic ou de prescrire. Les normes de documentation n'ont pas été respectées. Il n'y a pas eu de documentation complète. Si l'on considère la planification de l'évaluation, l'intervention et l'évaluation, tout cela doit être documenté. Elle n'a pas documenté le fait qu'elle avait obtenu un consentement informé, celui-ci n'était pas paraphé, ou elle ne l'a pas signé. Elle n'a pas documenté les consultations de la part du prescripteur autorisé. Comment la consultation a-t-elle été effectuée? Était-ce en personne? Par consultation virtuelle? Et encore une fois, elle a modifié les dossiers. Voici donc ce que l'ordre a déclaré. La conduite du membre était déshonorante. Elle a démontré un élément de défaillance morale par ses actions répétées sur une période de 2 ans. Elle a omis à plusieurs reprises de documenter ses actes, d'obtenir un consentement informé et n'avait pas l'autorité nécessaire pour exécuter un acte autorisé. Toutes ces décisions disciplinaires sont publiques, je ne révèle rien de confidentiel. En ce qui concerne ces médias sociaux, ils ont déterminé qu'ils n'étaient pas professionnels et qu'ils étaient déshonorants. Ce que le Conseil a fait, c'est qu'il a pris des captures d'écran d'Instagram. Savez que si vous mettez quelque chose sur une histoire Instagram et que vous pensez, eh bien, ce n'est là que pour 24 heures, des captures d'écran peuvent être faites. Celles-ci ont donc été soumises au collège. Elle a répondu aux patients en dehors du lieu de travail sur Instagram et a posté des commentaires de nature moqueuse. Les commentaires sont affichés dans sa décision disciplinaire. Ce que l'ordre a dit, c'est qu'elle s'est amusée et s'est engagée dans un message sur les médias sociaux qu'elle savait ou aurait dû savoir inapproprié. Une infirmière doit agir avec décorum. Nous savons que nous avons une obligation professionnelle envers notre ordre de respecter sa profession. Elle a donc été sanctionnée par une suspension de 4 mois de son certificat d'enregistrement. Cette suspension, qui était auparavant de 2 mois, a été portée à 4 mois. Il fallait au moins 2 réunions avec l'expert en réglementation. Elle a également dû compléter de modules et remplir des questionnaires. Lorsqu'elle a repris le travail après les 4 mois, elle a dû informer son prescripteur autorisé de la décision disciplinaire. Ensuite, le prescripteur autorisé a dû effectuer 4 audits aléatoires au cours de la période de 12 mois afin de s'assurer qu'elle documentait correctement son traitement et qu'elle fournissait les soins appropriés. Ils ont donc dû le faire pendant 3, 6 et 9 mois.
Nous allons maintenant porter notre attention à une nouvelle exigence. Ce qui était nouveau par rapport à toutes les autres décisions disciplinaires que j'avais lues, c'est qu'il disait qu'à son retour à la pratique indépendante ou autonome, elle devait afficher « autorisée à pratiquer avec des restrictions ». Ainsi, son nom, IAA, est permis d'exercer la profession d'infirmière sous réserve de conditions et de restrictions, et le registre public est mis à la disposition des personnes intéressées. C'est la première fois que je vois cela. Il devait être visible dans tous les lieux où elle exerce la profession d'infirmière, sur tous ses sites web, médias sociaux et plateformes où se font les réservations, et ce pour une période de 12 mois. Je n'avais donc jamais vu cela auparavant. Ainsi, comme il est dit ici, le Conseil a reconnu qu'il y a une augmentation du nombre d'infirmières exerçant de manière indépendante, que le type d'inconduite démontré par le membre est de plus en plus fréquent, et que nous devons donc faire mieux. Ils envoient un message fort à la profession. Même s'il s'agit de l'Ontario, beaucoup de gens se tournent vers cette province, et c'est quelque chose qui s'appliquerait à l'ensemble du Canada. Ils ont également eu raison, dans leurs décisions disciplinaires, de dire que la sanction envoie un message fort aux membres et à l'ensemble des membres, à savoir que le fait de se livrer à des actes réglementés sans autorisation appropriée et de ne pas respecter les normes de pratique en matière d'évaluation et de documentation ne sera pas toléré. Là encore, il s'agit de la sécurité des patients. La documentation. Un petit mot sur la documentation de la collaboration et de la consultation avec d'autres prestataires de soins de santé. S'il s'agit d'un prescripteur autorisé ou d'une IAA qui collabore avec une infirmière, vous devez indiquer qui est ce prestataire de soins, la date et l'heure auquel vous avez partagé l'information, la raison, le nom et la désignation de la personne à qui vous avez parlé. Donc, s'il s'agit de votre prescripteur autorisé, vous devez le nommer avec ses références à chaque fois dans votre documentation. Les informations fournies, l'intervention ou l'ordonnance, et le résultat de la consultation. En Ontario, un IAA a perdu sa licence pendant 4 mois, strictement sur la base de la documentation. Les éléments essentiels d'une documentation infirmière de qualité. Vous ne pouvez pas revenir en arrière ou compléter votre documentation avant que le patient n'arrive. Même s'il s'agit d'un patient régulier qui vient peut-être pour la 6e fois pour un neuromodulateur. Il n'est pas possible d'établir une carte à l'avance, mais il faut le faire en bon temps. Il est important de documenter les données objectives et subjectives, c'est-à-dire l'historique médical, puis les raisons pour lesquelles le patient est venu, ses données médicales et psychologiques, en particulier dans le domaine de l'esthétique. Certains signaux d'alerte psychologique peuvent être étayés par les antécédents médicaux. Traitements antérieurs, réactions, nom et référence du prescripteur autorisé, méthode de consultation. Ensuite, nous suggérons maintenant de prendre la pression artérielle de base, car si quelqu'un fait un malaise vasovagal, il faut savoir quelle était sa pression de base pour s'assurer qu'elle est stable et qu'elle peut être renvoyée chez elle. Si le patient revient en disant qu'il a une vision floue, il faut savoir quels étaient ses mouvements oculaires auparavant. Il y a donc beaucoup d'étapes qui font de cet examen une procédure médicale, et il s'agit bien d'une procédure médicale qu'il ne faut pas prendre à la légère. Fournir une signature complète ou des initiales et une désignation professionnelle sur tous les documents pour la personne qui fournit le traitement et le prescripteur autorisé. Et compléter la documentation, donc encore une fois, les consultations, les actions infirmières et les réponses des clients. Le consentement informé doit être obtenu. Il ne suffit pas de le signer, il faut tout passer en revue avec le client pour s'assurer qu'il a bien compris. Les photos prises avec le consentement. Si vous utilisez un neuromodulateur, vous devez noter le numéro de l'eau, la date d'expiration, le diluant que vous avez utilisé, la quantité que vous avez mise, la quantité que vous avez utilisée. Méthode d'administration. Injection avec l'aiguille. Superficielle. Profonde dans le muscle. Combien d'unités avez-vous utilisées? Beaucoup de gens se contentent d'écrire de petits chiffres sur un visage. Il faut une documentation plus complète que cela, et certainement la réponse du patient. Érythème,
gonflement, ecchymose, syncope, etc. Il faut donc vraiment s'assurer que l'on documente correctement et au complet, pour que toute personne qui consulte notre dossier, s'il y a une plainte à l'ordre ou si quelqu'un d'autre prend en charge le patient, sache exactement ce que l'on a fait. Parlons du consentement informé. Examinons ce que dit le document de la IAANB. Obtenir le consentement informé que le patient accepte de subir la procédure, donc une procédure de neuromodulateur, par l'IAA et le prescripteur autorisé disant qu'ils ont fait la consultation et que le patient a donné l'autorisation de recevoir le traitement. Il est dit ici d'inclure les frais, et dans ma pratique quand je pratiquais, j'ai toujours eu leur consentement pour le coût de la procédure, afin qu'il n'y ait pas de divergence entre vous et le bureau d'accueil par exemple. Ou ce qu'ils pensent qu'ils ont entendu $50 et c'est en fait 5 cents. Je leur demandais donc de donner leur accord. Divulgation complète des risques et des avantages. En ce qui concerne les risques, tout ce qui est documenté dans la littérature doit être divulgué, ce qui peut être effrayant. Ainsi, si vous effectuez un traitement de comblement dermique, il existe un risque d'érythème, de rougeur, d'infection, mais aussi un risque d'accident vasculaire cérébral si vous injectez dans certaines zones comme les tempes. Un risque d'occlusion rétinienne, donc de cécité. Un risque d'occlusion vasculaire, qui peut entraîner une nécrose des tissus. Tous ces risques doivent être discutés avec le patient afin qu'il consente à prendre ce risque s'il se produit. Le consentement doit être volontaire et clair, et il peut être retiré à tout moment. Il m'est arrivé d'avoir des patients qui étaient prêts à subir l'intervention et qui, au fond d'eux-mêmes, se disaient « Je ne pense pas pouvoir le faire. Pas de problème, nous pourrons le faire à un autre moment. » Alors, ils peuvent retirer leur consentement à tout moment. J'ai donc ajouté quelques autres considérations. C'est important que pour tout produit ou procédure que vous utilisez dans le domaine de l'esthétique, vous devez lire les informations d'utilisation, c'est-à-dire la documentation de l'emballage de tous ces produits. Il faut savoir exactement ce qui s'y trouve, quelles sont les indications et les contre-indications de tout ce que l'on utilise. Il faut savoir faire la différence entre les indications et les contre-indications et savoir ce qui est contre-indiqué. En cas de la contre-indication, une infirmière peut voir sa licence suspendue pour avoir effectué un traitement contre-indiqué ou dans une zone contre-indiquée. Il faut donc savoir faire la différence entre les deux. Comprendre les différents processus pathologiques. Ainsi, lorsque vous lisez le mode d'emploi et que vous examinez les différents processus pathologiques susceptibles d'affecter le traitement que vous effectuez. Comprenez ces processus pathologiques, consultez-les, comprenez ce qu'ils sont, et vous pourrez tirer la sonnette d'alarme et décider de ne pas traiter ce patient, de l'envoyer chez un spécialiste ou d'obtenir l'autorisation de son spécialiste. Par exemple, s'il prend des anticoagulants ou quoi que ce soit d'autre. Discutez de tous les risques qui ont été documentés dans la littérature, et cette liste ne cesse de s'allonger au fur et à mesure que nous effectuons davantage de traitements. Consentement pour la documentation photographique, donc l'utilisation prévue. L'utilisez-vous pour une présentation ou pour les médias sociaux, ou va-t-elle simplement être conservée dans un site sécurisé sur votre média numérique? Et les traitements alternatifs. Il se peut que s'ils ne veulent pas utiliser un neuromodulateur, il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire en plus de ce seul traitement. Voilà donc un bref aperçu de mes connaissances de la médecine esthétique. C'est un choix de carrière extraordinaire pour les professionnels en soins infirmiers, parce que, comme je l'ai dit, c'est un mélange d'art et de science. Si vous êtes indépendante avec votre prescripteur autorisé, cette collaboration entre les deux, et ensuite avec votre réseau, c'est extraordinaire. Je ne regrette pas de m'être lancée dans l'esthétique aussi longtemps que je l'ai fait. Je vous souhaite donc à tous une carrière réussie dans les soins infirmiers esthétiques. Je vous remercie de votre attention.